des préconisations pour améliorer l'éducation en France. Et là, je crois que ça ne parle pas d'argent pour le coup. Des propositions fabriquées par la commune éducative. En 3 ans et 21 rapports scientifiques, le SNESCO a évalué en toute indépendance les thématiques cruciales de l'école française. Mathématiques, lecture, inégalité sociale, enseignement professionnel, métier d'enseignement. Métier d'enseignant, bon, c'est pareil. Le SNESCO a mobilisé 200 chercheurs pour construire ces diagnostics scientifiques et 600 praticiens ont été associés à cette réflexion collective. Le SNESCO met à la disposition de l'école et du débat public un bilan de système scolaire français, ses faiblesses mais aussi ses forces. À partir de ces préconisations, le SNESCO a sélectionné 30 propositions phares susceptibles de faire avancer l'école. Elles ne sont pas exhaustives, mais elles dessinent les priorités du système éducatif de demain. Elles reposent sur une méthode d'élaboration originale qu'ils allient fondements scientifiques et participation des acteurs de l'école. Alors, méthode originale. Les préconisations du SNESCO présentent plusieurs originalités. Elles s'appuient sur les résultats de la recherche, des évaluations scientifiques de politique scolaire conduites à l'étranger ou encore des analyses d'expériences positives développées avec succès en France. Elles ont été élaborées collectivement par des représentants de l'ensemble des acteurs qui font l'école, parents, élèves, enseignants, cadres de l'éducation nationale, collectivités, territoriales et entreprises. Vous voyez, il y a les élèves dedans, apparemment. A priori. Après, voilà, je pense que c'est quand même important, oui, de voir comment c'est vécu aussi pour les élèves. Hein. Ou qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc là, ça a l'air d'être ça. Donc là, on est sur un truc beaucoup plus scientifique, plus de gauche, moins think tank, je pense. Si après vous connaissez le SNESCO ou pas, et que vous savez qui travaille dedans, etc. Bon, voilà, ça peut être intéressant aussi. Elle propose souvent un processus de mise en œuvre progressive qui passe par des expérimentations. Donc il y a eu des expérimentations dans les écoles, j'imagine, où... vous savez, il y a souvent des trucs, certaines écoles sont sélectionnées pour essayer un truc, machin, voilà. Certaines ont déjà fait l'objet d'un suivi dans le temps après leur publication à travers notamment des formations des formateurs. Alors, pédagogie des fondamentaux dans l'enseignement obligatoire. Développer des expériences de divers dispositifs permettant un meilleur suivi individualisé des jeunes élèves. Alors, le professeur des apprentissages fondamentaux qui suit une même classe pendant 3 ans du CP jusqu'au CO2 et qui est spécialement formé à la pédagogie des premiers apprentissages. Des classes CP-CE2 à effectifs réduits pour les élèves socialement défavorisés, notamment en éducation prioritaire, afin que les enseignants puissent modifier leur pédagogie en consacrant davantage de temps et d'attention à chaque élève et le tutorat entre élèves. Ces dispositifs pourraient être expérimentés et transposés au collège. Les conclusions des évaluations en termes d'efficacité pédagogique doivent tenir compte des coûts très variables des différents dispositifs. Alors, ce qu'ils font ailleurs, en Australie et dans les pays nordiques, ils ont développé le looping. Alors, suivi d'une même classe d'élèves sur plusieurs années durant le primaire par le même enseignant, avec des résultats positifs sur les apprentissages. La connaissance des acquisitions scolaires des élèves est approfondie et l'enseignant peut mieux s'adapter au rythme d'apprentissage de chacun sur plusieurs années. Au Japon, les enseignants organisent leurs classes autour d'une pédagogie coopérative et d'un tutorat entre élèves dont la recherche internationale a montré l'efficacité. Voilà. On a à mettre en place une formation continue obligatoire pour les personnels d'éducation en lien avec la recherche et ainsi qu'avec les besoins des enseignants et des établissements. Ce qu'ils font ailleurs. Alors en Finlande, par exemple, les enseignants bénéficient au moins de 18 heures de formation obligatoire par an. Ils s'investissent alors notamment dans des pépinières scolaires où ils décident d'expérimenter de nouvelles pratiques pédagogiques favorisant les apprentissages des élèves. Ainsi, formation continue et dernières avancées de la recherche sont fortement liées. On a soutenir les enseignants en recrutant des professeurs surnuméraires spécialisés dans l'accompagnement des élèves en français et en mathématiques dès le CP.
Ces professeurs exercent à plein temps dans la même école. Ils sont formés en didactique sur ces deux disciplines, sont outillés de matériaux pédagogiques adaptés et interviennent à la demande des enseignants dans leur classe pour un nombre d'heures significatif. D'ailleurs, la France et Singapour aident le travail des enseignants dans leur classe en positionnant dans leurs établissements des enseignants formés aux avancées de la didactique. Ils interviennent dans les classes pour prévenir les possibles difficultés scolaires de certains élèves. Ensuite, en 4, on a mettre à la disposition des enseignants des ressources riches et adaptées à la classe, ainsi que des outils pour l'évaluation des élèves qui complètent les manuels. Ce qu'ils font ailleurs, donc au Japon et à Singapour, on propose en mathématiques, par exemple, des contenus d'enseignement et d'évaluation très détaillés pour la préparation des cours. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mettre en place des stages d'été pour des élèves en difficulté scolaire dès l'école élémentaire en concertation avec l'équipe pédagogique. Alors qu'est-ce qu'ils font ailleurs? Aux États-Unis, de nombreux États ou districts ont développé des écoles d'été, les summer schools, pour les élèves les plus défavorisés afin de lutter contre le summer learning gap, mis en avant par la recherche, c'est-à-dire les écarts d'acquisition scolaire entre élèves socialement favorisés et défavorisés qui s'accroissent notablement pendant les vacances scolaires, les longues vacances scolaires de l'été. Pour être efficaces, ces écoles d'été doivent remplir certaines conditions. Associer des professeurs de l'éducation de qualité, être développés en lien étroit avec les objectifs scolaires et être dédiés aux élèves les plus en difficulté sociale et scolaire. Mettre en place un grand plan de formation en calcul mental et en stratégie de résolution de problèmes et évaluer ses effets. Nommer dans chaque circonscription des conseillers pédagogiques en mathématiques, spécialement formés en didactique des mathématiques. Implanter dans chaque école ou réseau d'écoles primaires un enseignant ressource en mathématiques, membre de l'équipe pédagogique existante. En Angleterre, ils ont un programme Numeracy Strategy qui a été mis en place progressivement de 1997 à 2012. Ça repose sur 4 principes. La séance de mathématiques quotidienne, du calcul mental systématique, des différenciations pédagogiques et un enseignement explicite. Des référents en mathématiques ont été désignés au sein de chaque école, localité ou région. Préparer dès la maternelle l'apprentissage de la lecture dans ses différentes dimensions. Identification des mots, compréhension, utilité de l'écrit, plaisir de lire. Alors privilégier un enseignement explicite de la compréhension par tous les élèves et le prolonger aussi longtemps que nécessaire pour les élèves moyens et faibles afin d'en faire des lecteurs autonomes. Là, il n'y a rien. Enseigner la lecture et la production de textes informatifs dans tous les domaines disciplinaires. Alors, la diversité à l'école. Intégrer des objectifs de mixité lors de la création de tout nouvel établissement et mettre en place un volet mixité sociale scolaire explicite dans le projet de construction-restructuration. Mêler les 3 voies d'enseignement général, technologie professionnelle, fusionner des établissements situés à proximité géographique. Ce qu'ils font en Suède, les voies d'enseignement peuvent être mixées au sein d'un lycée unique. Dans cette organisation, les élèves peuvent suivre des cours communs comme les langues vivantes et l'EPS. Ensuite, on a renforcé la mixité sociale dans les 100 collèges les plus ségrégés. Cette action permettra une adaptation de l'éducation prioritaire qui ne doit pas être supprimée à court terme. Pour s'inscrire dans la durée, les politiques locales de déségrégation, les politiques locales de déségrégation qui peuvent prendre des formes multiples, bassins de recrutement intégrant plusieurs collèges, quotas, cartes scolaires le long des lignes de transport, etc., doivent intégrer plusieurs conditions: communication aux parents, formation des professionnels de l'éducation et offres pédagogiques attractives dans un continuum enseignant primaire, enseignant secondaire. Dans un continuum enseignement primaire et enseignement secondaire.
Qu'est-ce qu'ils font ailleurs? Donc aux États-Unis, en Suède, au Danemark, en Angleterre, de nombreuses politiques locales de mixité sociale ont été mises en œuvre avec succès, sous des formes variables. Quotas de niveau scolaire dans les établissements, bassins de recrutement intégrant plusieurs établissements. Compléter l'éducation prioritaire par un déploiement du modèle d'allocation continue de ressources plus fins, avec des critères nationaux définissant les moyens depuis le niveau académique jusqu'aux établissements, car tous les élèves socialement défavorisés ne sont pas accueillis dans des établissements d'éducation prioritaire. Alors en Angleterre, on a des établissements qui reçoivent des ressources complémentaires en fonction du nombre d'élèves qui bénéficient de déjeuners gratuits à l'école. Ces ressources sont utilisées principalement dans des dispositifs pédagogiques. Elles font l'objet d'une évaluation de l'école mettant en évidence leurs effets sur les apprentissages des élèves. En Finlande, aux côtés de sommes versées automatiquement aux établissements en fonction du nombre d'élèves défavorisés, les établissements peuvent recevoir des fonds complémentaires en proposant des projets pédagogiques spécifiques pour les élèves en difficulté. Ensuite, on a quoi? On a mené et rendre publique une enquête sur la mise en accessibilité de tous les bâtiments scolaires. Toute construction ou reconstruction d'écoles, collèges, lycées doit respecter les règles d'accessibilité en vigueur. Donc là, on est sur les handicaps. Donc, entre autres, Norvège, je vais y arriver. La législation non discriminatoire adoptée en 2009 considère toute forme d'inaccessibilité comme une discrimination privant les personnes en situation de handicap des mêmes chances de participation sociale que l'ensemble de la population. Elle se matérialise physiquement par l'aménagement des locaux et des moyens pédagogiques. Donc là, mettre en place un équipement individuel en tablette numérique équipé de logiciels offrant une alternative à la prise de notes et à la saisie de réponses pour les élèves en situation de handicap et former les professeurs à leur utilisation. Alors, ce qu'ils font en France, donc là, on a des exemples français, cocorico, j'ai envie de vous dire. Attention, cocorico. Alors en France, on a le lycée d'Henri Nominé de Sarreguemines, qui pour faciliter la scolarité des élèves ayant des troubles des fonctions cognitives, a choisi de fournir une tablette équipée de logiciels adaptés aux élèves en situation de handicap. Les élèves peuvent ainsi prendre le cours en photographie. Grâce à une application destinée à la reconnaissance de caractères, ils peuvent récupérer numériquement le cours. D'autres logiciels permettent de lire un texte à haute voix, d'adapter sa forme, de rechercher des définitions. Cet environnement numérique a ainsi été transformé en Fab Lab, ouvert à tout lycée et séduit également les élèves non handicapés. Prendre en charge l'accompagnement de l'élève en situation de handicap lorsqu'il est en stage, en alternance, en prolongeant le projet personnalisé de scolarisation, le PPS. On a le lycée Agenal de Toulouse qui accompagne les élèves en situation de handicap tout au long de leur parcours scolaire et durant leur période de stage grâce à un dispositif collectif. Cet accompagnement est conduit jusqu'à l'intégration professionnelle des jeunes et leur apporte une aide psychologique tout au long de leur recherche. Alors, l'orientation des élèves. Appliquer le principe d'équité aux politiques d'orientation en développant un crédit heure accordé aux élèves boursiers pour leur orientation, en particulier pour l'utilisation d'Alphenet et admission post-bac. Alors, limiter la préorientation au collège comme les classes de 3e préparatoire à l'enseignement professionnel car elle renforce les inégalités sociales au bénéfice de dispositifs offrant un accompagnement pédagogique renforcé aux élèves en difficulté. Ce qu'ils font ailleurs, les pays du tête du palmarès du PISA, aussi différents que la Finlande ou le Japon, ont réussi à mettre en place un collège unique sans filière ou parcours scolaire différencié grâce à des dispositifs de suivi individualisé et des pédagogies collaboratives efficaces. Alors, proposer un véritable accompagnement pour la réussite au BTS et en classe préparatoire, accompagnement sur plan pédagogique et psychologique. Encore une fois, qu'est-ce qu'ils font en France? Il y a des établissements expérimentateurs. Donc, le lycée polyvalent Jean Lursa à Perpignan a développé le projet Parcours Ambition BTS. Dès la fin de l'année de première, les élèves susceptibles de poursuivre en BTS sont identifiés.
Ils ont en terminale 4 heures hebdomadaires d'accompagnement français-anglais, un livret personnalisé, un livret personnel de compétences et de connaissances permet de suivre l'évolution de chaque élève. De plus, un parrainage entre étudiants du BTS et élèves de baccalauréat professionnel se met en place et se poursuit sous forme d'un tutorat lors de la première année de BTS avec les étudiants de deuxième année. Alors donc là on passe à la catégorie les professionnels de l'éducation. Donc inscrire les politiques de recrutement des enseignants dans la durée en lien avec les besoins démographiques et les réformes dédiées. Donc les politiques de stop and go qui alternent à chaque mandature, fort recrutement et non remplacement des enseignants partant à la retraite conduisent à limiter le vivier des candidats et à baisser leur niveau académique. Ensuite, sécuriser l'entrée dans le métier des nouveaux enseignants en garantissant pour les néo-titulaires un accompagnement très structuré pendant leurs 2 premières années d'activité. Ce qu'ils font ailleurs, donc en Écosse, on a comme exemple les temps de cours des néo-titulaires sont limités à 70% du temps normal obligatoire. Les 30% restants sont consacrés au développement professionnel, donc développement des approches pédagogiques, participation à des séminaires. Pour chaque néo-titulaire, je vais y arriver, un mentor est désigné. Celui-ci voit son temps de cours hebdomadaire réduit à 3h30 afin de pouvoir aider néo-titulaire dans son développement professionnel et son intégration. Du coup, le cas à Singapour encore, après une formation initiale très solide, les programmes d'accompagnement ont une double forme. Au niveau national, les néo-titulaires bénéficient d'une formation spécifique, les familiarisant avec les valeurs, les principes, les convictions, les attitudes de la profession. Au niveau local, au sein de l'établissement, ils bénéficient du soutien du professeur expérimenté qu'ils forment sur les aspects pratiques. Donc ça serait intéressant justement qu'ils soient formés sur ces aspects-là. Diversifier les profils des candidats au métier de l'enseignement. Attirer des profils de candidats plus expérimentés en développant des actions visant à conforter à la mi-carrière des reconversions vers l'enseignement. Exemple, programme de formation continue, à distance, cours du soir, pour préparer le concours, meilleure prise en compte des années d'expérience professionnelle dans la rémunération. Attirer et former des étudiants de bon niveau vers les métiers de l'enseignement, même s'ils n'ont pas de suivi de formation dans l'enseignement supérieur en éducation. Salut ce qu'ils font ailleurs. Aux États-Unis, plusieurs programmes permettent aux individus n'ayant pas suivi un cursus universitaire spécialisé en éducation de devenir prof. Ainsi, les étudiants venant de terminer leurs études et qui n'auraient pas choisi des modules spécifiques à l'enseignement se voient proposer des cours du soir ou du week-end et peuvent commencer à enseigner. Des programmes similaires existent pour les professionnels d'autres secteurs. Des mentorats intensifs sont mis à disposition de nouveaux professeurs. Le programme Teach for America, développé depuis plus de 2 décennies, propose aux meilleurs étudiants, y compris à ceux ayant déjà entamé un parcours professionnel, de devenir enseignants pour au moins 2 ans. Un tiers d'entre eux resteraient dans la profession. Renforcer les bases de données et des évaluations nationales aux étapes clés de la scolarité en donnant aux équipes pédagogiques les moyens de repérer les résultats scolaires de leurs élèves face à des objectifs nationaux en termes de connaissances et compétences. En Écosse, les enseignants disposent d'une base de données de questions-réponses d'évaluation qui leur permettent de fabriquer leurs propres tests et vérifier ainsi les progrès de leurs élèves pour adapter leur enseignement. Leur formation continue peut être adaptée selon les difficultés scolaires que rencontrent leurs élèves. Renforcer les évaluations des académies pour un suivi quantitatif et qualitatif des politiques éducatives locales et de l'atteinte des objectifs éducatifs. Ce qu'ils font ailleurs, c'est la très grande majorité des pays européens, notamment Hongrie, Finlande, dans le cadre de leur politique de décentralisation et de déconcentration, exigent des autorités intermédiaires en charge des compétences éducatives, des évaluations sur la mise en œuvre et l'efficacité de leur politique locale. À quoi on a l'école et le monde du travail. Alors ça effectivement, c'est un monde. Donc assurer une information fiable et simplifiée sur les formations.
Les élèves et leurs familles doivent recevoir des informations quantitatives et qualitatives sur le contenu des formations et l'insertion des diplômes de l'enseignement professionnel par domaine de formation au niveau national ou régional. Au Québec, le site internet Tout pour réussir propose une lisibilité totale sur l'insertion de chaque métier. Ainsi, il présente un top 50 des métiers de la formation professionnelle basé sur 2 critères. Les études qui mènent à des professions pour lesquelles les perspectives d'emploi pour les 5 prochaines années sont acceptables ou favorables, et les formations pour lesquelles il est souhaitable de hausser les inscriptions afin de combler les postes qui devraient être disponibles sur le marché de l'emploi. Enfin, pour chaque métier, une cartographie des régions présentes sur les territoires où ce métier a les meilleures perspectives. Alors, garantir l'actualisation des diplômes tous les 5 ans pour répondre aux mutations économiques à partir d'études sectorielles sur l'emploi commandées à des organismes publics de recherche indépendants. 28. Concevoir un label entreprise formatrice qui permette de valoriser les entreprises qui s'engagent dans une réelle dynamique de formation des jeunes et garantir à ces derniers une formation de qualité. Ce qu'ils font ailleurs. En Suisse, dans le cadre de l'apprentissage, les entreprises doivent répondre à un cahier des charges de formation très élaboré, garantissant la qualité du suivi du jeune dont elle a la responsabilité. L'école et la citoyenneté. Former les enseignants pour développer une pédagogie de l'éducation à la citoyenneté active au sein de la classe au travers des débats, des projets citoyens. Ce qu'ils font ailleurs, historiquement aux États-Unis et en Angleterre, l'éducation civique passe par des projets citoyens et non par le cours classique d'éducation civique. En Rhône-Alpes, depuis 4 ans, plus de 2500 jeunes et une centaine d'enseignants sont mobilisés pour montrer chaque année des débats citoyens dans les lycées et régions. Devoir de mémoire et droit à l'oubli. Le sport, la citoyenneté. Ce sont au total 21 tables rondes qui ont été organisées en 2016 au sein des établissements. Ce projet concerne l'ensemble des filières, voies générales, technologiques, professionnelles et agricoles. Prendre en compte dans les examens l'engagement des jeunes dans des projets civiques et associatifs, ce qu'ils font ailleurs. Aux États-Unis, l'obtention du certificat de fin d'études secondaires implique que le jeune fasse la démonstration d'un nombre d'heures d'implication dans des activités, associations locales.